Nous sommes de retour avec nos invités, Marc Aboflan, Komi Mayaba et Ambroise Kondjou. Avant de parler du Mali, on va faire le tour encore du sujet portant sur la République démocratique du Congo et la mobilisation citoyenne. Les journalistes ne sont pas des criminels. Et Marc Aboflan, vous avez la parole. Je disais tout à l'heure, à la suite de ce que disait mon confrère Komi Mayaba, qu'il y a des dérives, certes, dans l'exercice de la profession. Il y a des journalistes, un certain nombre, pas tous, qui en arrivent à faire des dérives. Mais dans quelle profession il n'y a pas de dérive? Dans toutes les cela professions, ne peut jamais expliquer. Oui, et ces dérives-là même ont un cadre de gestion. Il y a un cadre pour exprimer ces dérives-là, pour punir, sanctionner les journalistes qui font ces dérives-là. Mais ce n'est pas une explication à ce qu'un journaliste devienne un ballon de water-polo dans les mains de policiers qui, parce qu'il est rentré dans des intérêts, parce qu'il a dit ci, parce qu'il a fait ça, et ça, c'est vraiment de très mauvais indicateurs pour les états de droit que nous voulons construire. Alors, Ambroise, est-ce que c'est seulement les journalistes? Il y a également, on a parlé de cette société civile aussi forte en République démocratique du Congo, et presque tous les Congolais qui sont embasillés aujourd'hui. Oui, non, le schéma, c'est d'inquiéter, je crois, hein, ceux qui sont des voix dissonantes par rapport à la façon dont certains sont alignés, c'est-à-dire à la gouvernance alignée, quoi. C'est-à-dire quand on est dans une gouvernance alignée, chacun doit regarder dans la même direction que nous, quoi. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une voix dissonante qui n'est pas content ou qui n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Dans cette logique, nous ne sommes pas dans une démocratie. Même dans une dictature, il y a une portion de voix qu'on donne à certaines personnes pour pouvoir contredire un tant soit peu ce qui se fait à la gouvernance. Mais on ne peut pas se dire qu'on est dans un pays démocratique comme la RDC et que l'on vient nous dire, les gens doivent avoir peur. Filimbi et autres. La Loucha. Je me rappelle de l'assassinat de Floribert et de son chauffeur, Fidel Bazana, qui ont été assassinés comme ça. Même certains agents des Nations Unies qui ont été assassinés dans ce pays. C'est vrai que le pays, c'est un grand pays, très vaste. Le Togo peut se loger dans ce pays pendant 256 fois. Moi, j'allais dire 50 fois. C'est immense. C'est un pays continent qu'il faut respecter à sa juste valeur. C'est en cela même, certains avaient voulu faire une sécession, le clan de Katanga au temps de Mobutu. Et c'est Mobutu avec les Américains qui ont su sauver la barque. Ça aussi avait des intérêts, tout ça là. Et c'est un autre débat. Mais je dis qu'ils ont sauvé l'essentiel. Pour avoir sauvé l'essentiel, il faut préserver les acquis, lancer le pays dans une grande fédération, comme au Nigeria, comme aux États-Unis. Pourquoi pas? Le Nigeria en souffre, ça c'est vrai. Mais avec les gouverneurs, ils ont fait les fédérations avec les gouverneurs en RDC. Le Congo est une fédération aussi. Oui, justement. Sauf que le Congo est trop vaste. Et il y a des villes où vous ne pouvez y aller que par avion. C'est pourquoi des anciens Antonov russes la tombent comme comment on les appelait? Les porcs. Non, c'est Agouta, comment on appelle Agouta là? Les chauves-souris. Oh oui, en RDC. Donc c'est un problème au niveau de... C'est les deux tendances là qui peuvent jouer le contrepoids dans une gouvernance. La société civile et les journalistes. Au Togo, une dame m'a dit, est-ce que cette société civile, elle est morte au Togo? C'est-à-dire, quand on parle de société civile, c'est ceux-là qui doivent tenir le rôle du dragé pour pouvoir jouer le contre-pied. À chaque fois, il faut jouer le contre-pied. Les partis politiques ont disparu. En dehors des FDR ou de partis de Olympio Natel, les autres, bon, ils sont là. Et de la MDMK, les autres sont là. Donc c'est pour dire que c'est là où certains partis politiques ont échoué que la société civile doit prendre la relève. Le journaliste, il a toujours dans son rôle de dénoncer. Que ça plaise ou pas, le journaliste doit dénoncer. Dénoncer, proposer s'il veut. Il n'est pas obligé de proposer. Parce qu'il n'est pas de son rôle. Quand vous allez dans certains pays développés, où il y a des médias qui sont très critiques, extrêmement, de l'extrême gauche carrément, The Guardian à Londres, et il y a des New York Times aux États-Unis, et même Libération en France. C'est des journaux de gauche, même de l'extrême gauche, qui font leur boulot, ils s'en foutent.
même BFM TV, je ne sais, Canal enchaîné. C'est des médias qu'il faut applaudir. Ça ne doit pas plaire tout le monde. Sur 100, ça ne doit plaire que 10 ou 5 personnes. Le reste, ils s'en foutent. C'est comme ça le rôle du média et de la société civile. Vous n'allez jamais plaire aux gens, on va chercher à vous intimider, mais vous devez tenir bon pour pouvoir aider les gouvernants à avancer avec la vision là qu'eux-mêmes ils se sont donnés. Les gens se donnent des visions, mais ils ne respectent jamais les éléments, les indicateurs qui peuvent les accompagner à atteindre cette vision-là. C'est ça le problème. Alors, l'essentiel, c'est ça le problème. Chaque fois en RDC, et surtout au niveau de la police, mais il n'y a que des récidivistes, si on peut le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour sortir de ce sujet? C'est difficile la question. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? La question, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre, comme nous sommes en train de le dire, que le journaliste n'est pas un adversaire politique. Et que ce qu'un journaliste dit, il ne fait que relever ce qui est dérive et ce qui peut être dans le bien-être de la population. Pour le bien-être, j'allais dire, de la population. Donc, ici, les sanctions, ça pleut tous les jours et les gens continuent dans cet élan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette question, je crois que si ceux qui sont au pouvoir veulent que ça change, ça peut changer. Aujourd'hui, les journalistes, avec cette tribune, si ça rentre dans les oreilles des gouvernants en RD aujourd'hui, ils vont prendre des mesures qui vont s'imposer à toutes ces dérives-là, à toutes ces actions qu'on commet sur les journalistes. Mais par rapport à l'intervention du confrère Ambroise, je tiens à dire peut-être que quand on parle d'une démocratie, la démocratie n'est pas une fin en soi. C'est des choses qu'on peut améliorer tous les jours. Il y a des principes démocratiques, certes, mais la plupart des pays africains, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas encore à ce niveau où on dit la démocratie est au top, on se dit on est qualifié, puisqu'il y a des indicateurs qu'on peut peut-être avoir pour parler d'un pays démocratique. Aujourd'hui, quand vous prenez les États africains, ceux qui peuvent se frotter les mains dans ce lot-là ne sont pas, je ne peux pas voir si on peut les compter au bout des doigts. Donc ici, on se veut un pays où on cherche à avoir des modèles de démocratie. Donc ces modèles aujourd'hui, c'est pourquoi je disais tantôt que avec le gouvernement de Tshisekedi, s'il ne prend pas le taureau, pas les cornes, et aujourd'hui corriger cet art-là qui sont en train d'être tirés par ici et par là, puisque d'ailleurs, on l'a dit ici, c'est un pays qui peut prendre pratiquement plus de 250 fois le Togo. C'est énorme. Et donc, c'est difficile de gérer un pays comme ça, avec chacun, avec des tendances, voulant peut-être faire venir des gens de son côté. N'oubliez pas, quand on parle des journalistes qui prennent des positions parfois, nous savons qu'il y a certains journalistes qui sont toujours dans le sens du critique. Même si le pouvoir fait bien, il est obligé de critiquer. Donc ça aussi, il faut relever que derrière, c'est des choses qu'on peut entretenir. Marc l'a dit, il y a un cadre justement pour réglementer cela. Non, je ne dédouane pas que quand quelqu'un le fait comme ça, il faut bastonner ou il faut sanctionner. Non, il y a un cadre pour réglementer cela. Mais ça, c'est l'apologie, justement. Oui, bon, non. Le journaliste est dans son rôle, on n'a pas besoin de tourner en rond. Non, il y a un cadre pour réglementer, comme le disait le confrère. C'est ce que nous disons. Si il n'est pas dans son rôle, il faut quand même un cadre pour quand même l'amener à exercer son métier. Donc, nous disons globalement qu'il faut trouver des formules nécessaires pour arrêter ces genres de situations. Parce que quand on laisse évoluer, c'est tout le continent qui est en train de prendre, c'est un vent qui est en train de prendre la plupart de ces pays-là. Et l'hémorragie serait difficile à arrêter. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, s'est exprimé vendredi sur l'envoi éventuel dans le pays de mercenaires russes du groupe de sécurité Wagner, sans toutefois confirmer ni démentir l'information révélée récemment sur l'agence Reuters. Le chef du gouvernement a indiqué qu'au regard de l'annonce du départ de la force Barkhane, les autorités ont engagé une réflexion sur un éventuel plan B pour pouvoir rétablir l'autorité et la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Alors, Marc Abouflan, ou bien je donne plutôt la parole à Ambroise. Ambroise, on sait que Florence Parly, c'est la ministre des Armées françaises, est actuellement à Bamako pour discuter avec Assimi Goïta et les autorités maliennes. Alors, Choguel Maïga a fait sa sortie. Il n'a pas confirmé ni infirmé l'information là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe au Mali, pour ce qui est de notre analyse personnelle,
c'est une conservation des ressources minières par l'ancienne métropole. D'ailleurs, nous n'allons pas passer par 4 chemins pour aller le voir. Que cherche un ministre de la Défense française au Mali? Le Mali est souverain. Quand un pays est souverain, on le respecte à ce titre. Il y a les forces armées françaises au Mali. Les forces armées françaises au Mali, ils n'ont qu'à quitter le Mali. Personne ne leur est obligé de rester au Mali. Ça y est, il faudrait qu'on soit clair. Les forces armées françaises, et Choguel Maïga dit, en dehors du plan A, qui, je suppose, est la présidente des forces françaises Barkhane au Mali. Il y a un plan B. Il y a un plan B. Le plan B, c'est la Russie. Et personne ne peut dénier ce droit-là. Ce sont des mercenaires. On s'en fout si c'est des mercenaires. C'est le Mali, un pays souverain qui choisit les mercenaires pour venir le protéger. La Centrafrique en a fait. C'est extrêmement grave. Où se trouve ça? On s'en fout si c'est grave. Moi, je dis qu'on s'en fout si c'est grave. Vous savez, si les gens n'ont pas le courage de dire la vérité aux autorités françaises, ce n'est pas les Français qui font ça. Parce que moi, j'ai suivi une vidéo hier, reçue dans une émission télé, en France, c'est un Français qui le dit. La France, la présidence de la France au Mali, ce n'est pas pour la démocratie. Si c'est pour la démocratie, on n'allait pas, Déby ne se serait pas tué sur le champ de la bataille et qu'on emmène son enfant d'y gouverner. Ça, c'est un. Ce n'est pas une question de lutte contre le terrorisme. La preuve, on ne peut pas chercher à lutter contre le terrorisme en s'alliant au MNLA, au groupe rebelle qui se trouve au nord du Mali, dont le porte-parole se trouve actuellement à Paris. Depuis longtemps, il est à Paris. Ça, c'est un. Donc, le monsieur dit, ça, c'est un Français qui parle. J'ai la vidéo. Le monsieur dit, la France est là pour des raisons stratégiques, pour des raisons minières. Il a même cité et la zone. aussi sera là pour ces raisons, sans doute. C'est clair. Et c'est le Mali qui décide, pas la France à la place du Mali. Ces accords de défense-là, c'est fini. Moi, je serai à la place de la junte. Tout ça, là, ça sera coupé immédiatement. Ils n'ont qu'à amener les djihadistes de l'Afghanistan. Ce que je te dis là, moi, je n'invente rien. C'est des faits qui sont là. Le monsieur dit, l'uranium est au Niger. Dans la frontière entre la Mauritanie et l'uranium, il y a le pétrole, quelque part là-bas. Il y a une immensité de pétrole sous le sol du désert là-bas, dans le Sahel. Maintenant, qu'est-ce qui fait retenir la France là-bas? C'est les ressources minières. C'est les intérêts stratégiques. Est-ce qu'il faut pas venir aussi la Russie? Ce sont la Russie viendra naturellement aussi trouver sa part. Mais peut-être... Ambroise, ce qui est inquiétant, oui? Poutine ne reconnaît pas ce groupe. Même si, d'une manière sous-jacente, tout le monde dit que c'est Poutine qui a créé le groupe Wagner. Vous savez, mais Poutine ne reconnaît pas ce groupe. Vous pensez que ceux-là qui font venir Wagner au Mali, en Centrafrique, eux, ils sont des cons? Ils sont intelligents comme nous. Le président centrafricain, c'est lui, je te dis, non? Touadéra plutôt. Touadéra. Il a fait la Russie. Les Maliens, ceux qui sont actuellement, ils ont fait la Russie. S'ils ne connaissaient pas bien la Russie, vous pensez qu'ils vont aller s'allier à la Russie pour pouvoir faire un partenariat pour les protéger? Si la Russie peut venir au moins protéger le Nord Mali et le Sahel, la zone des 3 frontières, et surtout le Sahel malien, qui fait infiltrer les terroristes venant de partout, je crois que la France n'a plus sa raison d'être en Afrique sahélienne. Si les mercenaires peuvent faire le job, c'est l'essentiel selon Ambroise. Et vous avez dit tout à l'heure, c'est grave. Je suis extrêmement attristé par... tu as beau même être enterré, nous on s'en fout. On s'en fout. Confrère, dans la mesure où, vous savez, ce qui se passe, et il a peut-être, c'est bien de les signaler, ce sont les intérêts stratégiques du Mali qui sont en jeu. On s'en fout. Et laisse-moi y aller. Oh, allez-y. Qu'on prenne la France, la Russie ou quelque État, ce seront toujours les intérêts stratégiques du Mali qui vont attirer qui que ce soit. Il faut reprendre le contexte historique pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La France n'a pas décidé de lui-même de venir au Mali. C'est le Mali qui a fait appel à la France pour des questions sécuritaires, pour sécuriser la zone. La France, on peut partager le constat selon lequel la France n'a pas réussi aujourd'hui à faire le job. Raison pour laquelle les populations ont décidé d'évincer Ibeka qui a fait appel à la France. Ou en tout cas, que l'armée a décidé d'évincer Ibeka. Et donc, l'armée devrait être capable de faire le job. Ces militaires de Kati qui ont instauré, il faut rappeler, quand en 2008, 2009, 2010, 2011, le Mali était l'une des meilleures démocraties, l'un des pays les plus stables de la sous-région. Et ce sont ces militaires spécialistes en coup d'État. Ce sont ces militaires de Kati, là, avec à leur tête Assimi Goïta, qui ont inauguré l'avènement au Mali des coups d'État dangereux, des coups d'État qui ont balayé l'ordre constitutionnel
avec ATT pour instaurer ce qu'on a vu jusqu'à Ibeka et son débat. Ce n'est pas le fait de la France. Ce sont les militaires de Kati qui ont inauguré l'instabilité au Mali. Et pour moi, il était question, parce que c'est l'engagement véritable qui a été pris par Assimi Goïta après son premier et son second coup d'État. C'est que l'État reprenne le contrôle. Et l'État reprenne le contrôle, que l'armée fasse son travail d'unification du Mali qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Et moi, je n'ai aucun problème. Mais quand on dit que ce sont des mercenaires, il y a l'exemple récent de la Centrafrique, où le groupe Wagner est déjà présent. Et là, on signale des exécutions sommaires de journalistes. Ça aussi, c'est à vérifier. Même de journalistes russes. On peut raconter leur vie. Même les journalistes russes, comme il le dit, ont enquêté sur cela. Même de journalistes russes, il y a eu des exécutions sommaires. Et quand dans un pays, vous avez des mercenaires, dans un pays où on connaît les partis en présence, les forces en présence, vous avez des mercenaires, des disparitions brutes arrivent, des disparitions forcées arrivent, excusez-moi, mais le regard est vite tourné vers les mercenaires. Et c'est pour ça que pour moi, il était indispensable que si soutien, et moi je n'ai rien contre ce soutien-là, mais si soutien de la Russie ou d'un autre pays, que ça prenne la forme d'un soutien officiel, qu'on puisse avoir sous la main des forces loyales, des forces souveraines du pays, qui puissent au finish avoir des comptes. Parce que quand on a des exactions, quand on a des escassements, embrouillé au fait. Non, même s'il y a débat, c'est parce que c'est clair aujourd'hui que le Mali a envie de faire appel à la Russie. Pour deux choses aussi. Parce que les militaires savent qu'ils ne tiennent pas ça en France. C'est une autre réalité. Les militaires qui dirigent aujourd'hui le Mali savent qu'ils ne tiennent pas le pouvoir sans la France, que les rebelles, les djihadistes sont toujours présents. Et qu'ils peuvent descendre sur Bamako à tout moment les prendre par surprise. Ils savent qu'ils n'ont le contrôle de rien et donc ils ont besoin d'appui. Et moi, ce feuilleton d'arrivée du groupe Wagner me semble beaucoup plus être une pression sur la France pour qu'elle puisse demeurer, puisque la France veut lever le camp, pour qu'elle puisse... C'est ça aussi l'autre réalité que Ambroise oublie d'invoquer, que c'est depuis que la France dit qu'elle veut partir qu'on semble sans ressentir le besoin de faire appel à des mercenaires. Mais quand vous avez une population civile qui a déjà été maltraitée à plusieurs reprises, vous voyez tous les événements Togon, tout ce qu'il y a eu, les massacres de population civile, sans que l'armée n'ait rien fait. Est-ce que vous pensez que les mercenaires, avec tout ce qu'ils ont comme inconvénient, peuvent réussir? On parle de 1000 mercenaires, si je me trompe pas. Peut-être même plus. On n'aura jamais le vrai chiffre. On n'aura jamais le vrai chiffre. Est-ce qu'ils peuvent réussir? Et moi, je n'ai pas de problème ni avec la France, ni avec la Russie, ni même avec le groupe Wagner. Mais j'ai un véritable problème avec ces militaires maliens-là qui ont pris le pouvoir et qui commencent à peut-être pas comprendre les réalités, les dures réalités du pouvoir depuis quelque temps. Il y a tellement de groupes qui sortent. Il y a un groupe signataire des accords de paix de 2015, le nom m'échappe également, qui a parlé d'une reconstitution de l'armée malienne pour faire face aux djihadistes plutôt que des mercenaires russes. Oui, vous savez, à Beauflan, Maka a planté le décor. Vous savez qu'avec l'avènement de ces forces, Wagner, qui fait pression pour le départ des forces Barkhane, aujourd'hui, c'est des intérêts stratégiques. Et chacun vient, peut-être qu'il y a des intérêts qui sont là et qui, ma foi, ne sont pas voilés, sont voilés. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la population militaire malienne n'est pas en mesure de sécuriser tout le Mali. Donc, il faut forcément faire appel à une force étrangère, dont la Russie, et qui, ma foi, parce que, ayant constaté que la France n'a pas pu faire le job qu'il fallait, il faut expérimenter d'autres forces pour voir ce que ça peut donner. Mais la grande question aujourd'hui, c'est de constater et de voir également que si la force Barkhane quittait le Mali et qu'on fait appel à plus de 1000 mercenaires pour peut-être sécuriser tout le Mali, c'est seulement difficile parce que ce qui y était, non pas, puisqu'il y a des accointances, quoi qu'on dise aujourd'hui, et la Russie sait également comment les choses sont passées au Mali. Et aussi, les militaires ne peuvent pas seuls aujourd'hui
dire qu'ils pourront faire le contrôle du Mali. On dit qu'elles sont pragmatiques, elles sont sérieuses dans ce qu'elles font. C'est ce qu'on a dit. Hein. C'est ce qu'on a dit. Et aujourd'hui... Mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, quand vous prenez... L'exemple est là déjà. Quand vous prenez le programme du gouvernement de Choguel Maïga qui a présenté ça à chose, vous allez voir même qu'il a parlé de mettre beaucoup de moyens logistiques au niveau de l'armée pour mettre fin à ces gens de djihadistes qui vont entrer. Moi, je dis là-bas, peut-être c'est un programme. C'est difficile parce qu'aucun pays individuellement ne pourra jamais aller contre ces djihadistes-là qui font... Vous savez, c'est devenu je ne sais pas comment ça s'appelle, un marché de dupes où chacun est en train de chercher des intérêts de son côté. Mais qui vous dit que ces djihadistes-là n'ont pas de protection par rapport à ces... par rapport aux pays occidentaux qui sont derrière ces djihadistes-là et qui les nourrissent en tout, en armement et tout ce que vous connaissez. Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, le Mali seul, les forces de défense et de sécurité maliennes seules ne peuvent pas amener la sécurisation la sécurité au niveau du Mali. Donc, il va falloir trouver forcément une autre formule. Le plan B dont on parle, Choguel Maïga aujourd'hui, personne ne maîtrise. Bon, c'est pourquoi je voulais apporter un peu de bémol par rapport à ce que disait Ambroise en disant que c'était peut-être la Russie qui viendrait peut-être constituer le plan B. Enfin, le plan B, nul ne le sait. Mais forcément, il faut trouver une formule différente de celle qui existait pour la sécurisation du Mali. Le plan B, il est clair, même s'il est sous-jacent. Ambroise, nous avons un réel problème. Les forces armées maliennes, elles sont où? Non, vous savez... les forces armées maliennes existent, sauf que au temps de Amadou Toumani Touré, il n'y avait pas une formation concrète faite à ces éléments des militaires maliens. Et c'est justement cette histoire-là qui avait un peu créé une scission au niveau du centre et du nord. On laisse, avec l'intrusion de la France, on laisse le nord et le centre au MNLA. Et le reste des forces se retrouve ici, dans un pays souverain. Il y a un problème entre les différents corps. Oui, on vient vous dire que vous n'allez... préciser le contexte historique. Laisse-moi aller. Quand qui était au pouvoir, le Mali n'était pas séparé. Personne n'a dit que le Mali... Le coup d'État, avec l'arrivée... J'oublie un peu son nom. Oui, mais son nom m'échappe également. Oui, c'était un militaire de Kati. Il a fallu son arrivée au pouvoir. C'est Sanogo. Vous voulez parler de Sanogo? Oui, exactement. Donc, les forces armées maliennes étaient assez formés pour faire un coup d'État. Il faut je dis ceci. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est la sécurisation du pays Mali. C'est ça la question. Qui attire les foudres et qui fait aux gens, qui donne l'intention aux gens d'aller à un plan B. C'est ce que nous discutons. Oui, c'est ça, précisément ça. Aucun pays étranger, puissance futile, ne viendra pas gratuitement dans un pays pour vous aider. Même la Turquie qui, entre-temps, était descendue en Libye, il n'est pas venu gratuitement. Il y a le gaz et le pétrole. Donc, la France aussi est là pour ça. Mais qu'on ne sait pas que les Français, pas les Français, les officiels français ne savent pas de nous dire qu'ils sont là pour protéger le Mali contre les djihadistes. La preuve, laissez-moi aller au bout demain. Laissez-moi aller au bout. C'est ce pourquoi on les a fait. Laissez-moi aller au bout. Le Mali, ils sont là, justement. Pendant 5 ans, ils n'ont rien foutu au Mali. Quoi, les Français? Les Français. Je dis, mon frère, si ça dit que... Si tu n'es pas français, est-ce que tu es français? Il est toujours question des Français. Tu n'es pas français. Quand moi, je fais mon... Laisse-moi aller au bout, là. C'est mes analyses à moi. C'est mes analyses. Tu as fait ton analyse. Laisse-moi aller au bout de mes analyses. Mon ami, tu n'es pas français. Tu n'es pas militaire français. Est-ce que tu es fort français malien? Je ne suis pas force français. Laisse-moi aller au bout de mes analyses. Tu n'en es non plus pas. Oui, laisse-moi parler. Moi, je donne mon avis. Tu as donné ton avis. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Est-ce que j'ai la parole? Ou carrément on arrête le débat? C'est moi qui ai la parole. Ils n'ont qu'à me laisser parler. Lui n'est pas militaire français, il n'a qu'à me laisser parler. Je dis bien ceci, et rien ne me ferait quand je suis dans mes analyses. Je dis bien que la France n'est pas là gratuitement au Mali. Je répète ça à qui veut l'entendre. Que la France n'est pas là gratuitement. Ceux qui sont des militaires maliens ici au Togo, ils n'ont qu'à le comprendre. Ça c'est un. De deux, si la Russie est venue, c'est parce que la France a eu ses limites. Et ceux-là qui sont au Mali, qui dirigent le Mali, ne sont pas des inintelligents. C'est les gens qui sont intelligents, ils voient tout. C'est eux qui ont choisi, c'est leur pays.
un pays souverain d'amener un plan B. Donc, la Russie ou quelqu'un d'autre. Et ils sont libres de le faire. Nous qui sommes venus ici à crier, pour faire quoi? C'est pour vous dire que aujourd'hui, la Guinée vient de quitter la CEDEAO. Tout à l'heure, je viens de le lire. C'est sûr que le Mali va emboîter les pas. Quand ces Français-là et ces internationaux là, c'est-à-dire les puissances-là, se cachent derrière la CEDEAO, l'Union africaine, pour commettre leurs basses besognes, ce qui va arriver, c'est ce que la Mauritanie a fait en deux temps. Quand les gens quittent les organisations régionales, qui viendra leur dire quoi? Ils sont souverains. Ils sont des sujets internationaux du droit. Ils sont libres de gérer leur pays comme ils le veulent. C'est là où ça va nous conduire. La France quitte le Mali n'est pas mort. Le Mali va exister. Il y a des militaires. Eux-mêmes, ils viennent de le dire. Si les djihadistes veulent s'instruire, il y a d'autres pays qui viendront aider le Mali. C'est ce que moi je dis. Que la France n'est pas le seul pays à le faire. Sauf que la France le fait avec un intérêt trop grand, avec des accords secrets qui se seraient signés. Et cet accord-là, on ne voudra pas que ça soit rompu. C'est ça. C'est clair. Il y a beaucoup d'invocations qui sont difficilement vérifiables. Il y a beaucoup d'invocations qui sont difficilement vérifiables. Vous savez, on n'a pas besoin de vociférer pour expliquer ce dont il est. Non, qu'est-ce que tu dis vociférer? Je pense. Si tu as ta voix, moi j'ai ma voix. Moi, pas forcément de voix. Moi c'est ma voix, moi. On doit se laisser. Dis ce que tu as à faire. Et chacun est libre de dire comme peut. C'est que ceux qui sont au Mali ont un véritable problème, la chance. Leur problème, c'est leur faiblesse. Et ils t'ont dit qu'ils ont un problème. De tout ce qu'on peut leur reconnaître, leur faiblesse à sécuriser le Mali. C'est là leur véritable promesse en faisant le coup d'État. Ça, c'est visible. C'est ce qui a fait descendre les Maliens dans la rue. Et qu'est-ce que la France a fait? La France a été appelée au Mali par les Maliens d'abord. La France est venue d'elle-même. Eux-mêmes. Personne, ça c'est officiel. Personne n'a appelé la France. Les Maliens, tu peux me laisser terminer? Oui, vas-y. Une grande personne, tu coupes le débat comme si on était dans une cour de récréation. Oui, on est dans la cour de récréation, mais tout le monde, on n'est pas de la même classe, justement. Allez-y. Justement, on est d'une classe vraiment. On n'est pas de la même classe. On n'est vraiment pas de la même classe. On va marquer la pause parce que quand on est d'un niveau, on ne peut pas le débat. On marque la pause pour le journal. Ça, tu viens de le couper, tu veux.